Très bien, les amis, joyeux Halloween. Pour ceux d'entre vous qui célèbrent Halloween, oh là là, j'ai une histoire effrayante à vous raconter. Et bien sûr, cela concerne la généalogie de Kamala. Les amis, je nage littéralement dans un océan de choses que je n'arrive tout simplement pas à croire. C'est une mer d'incrédulité. Nous avons encore plus de révélations explosives concernant Oscar Harris. Nous nous sommes concentrés sur son arbre généalogique depuis le début et je ne veux même pas vous faire attendre. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue à nouveau sur Candace. Bon, les amis, Donald Harris a toujours été problématique, et son père aussi. Son père, apparemment, son nom complet serait Oscar Wilde Brown Joseph Harris. Honnêtement, cela aurait dû être le premier signal d'alarme. Combien de prénoms un homme peut-il avoir? Je vais simplement vous montrer une photo de Monsieur Oscar Wilde Brown Joseph Harris. Et dans le livre de Kamala, je vous rappelle qu'elle a dit que lorsqu'elle avait 10 mois, elle a visité Spanish Town, en Jamaïque, et que c'était elle avec sa mère et son grand-père paternel. Cette photo la montre avec eux. Et dans le livre, elle l'appelle Oscar Joseph, ce qui serait son deuxième prénom. OK, donc apparemment, ce type a toujours été problématique parce qu'il est apparemment la personne qui s'est mise avec Barrel, dont nous n'avons pas pu trouver de photos, mais nous avons ensuite pu déterminer que le tonneau que Kamala nous a montré dans son livre n'était pas celui de Barrel. C'était une fausse grand-mère. Donc, encore une fois, cela devient très problématique dans cette partie de l'arbre généalogique. Problème Donald. Papa, problème d'Oscar. Sa prétendue amante. Beryl est un problème. Sa prétendue mère. Voici la prétendue mère d'Oscar Harris, Christiana, un problème. C'est comme si tout le monde dans cet arbre généalogique était inventé, juste inventé. Donc hier, nous vous avons présenté un problème concernant le fait que nous avons pu trouver Oscar Brown. Soi-disant, c'est son nom de naissance, n'est-ce pas? Dans divers avis de décès qui sembleraient confirmer qu'il faisait en fait partie de l'arbre généalogique de la famille Hamilton Brown, ce que Donald affirme dans son article sur Jamaica Global Online, à savoir que Christiana Brown était une descendante du propriétaire d'esclaves Hamilton Brown. Et trouver Oscar Brown dans ces différents avis de décès était une bonne chose parce qu'on se dit, d'accord, au moins il est là. Ça a du sens. Si ce sont tes tantes et oncles, tu serais à leurs funérailles. Et il était mentionné comme porteur du cercueil. Mais nous étions confus par le fait que, dans ces différents avis de décès, il est aussi mentionné comme un cousin germain. Et c'est étrange parce que, et ceci n'est qu'un exemple, ceci est l'avis de décès d'Edwin C. Brown. C'est bizarre qu'il soit mentionné comme un cousin germain parce qu'il est censé être le neveu. Peut-être qu'ils ont fait une erreur, peut-être qu'ils n'en ont pas fait. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit le genre d'erreurs qui sont commises. On dirait simplement que c'est une famille très louche. Encore plus de choses louches. Eh bien, le fait que nous ayons découvert son très long mariage avec Viors Cambridge, avec qui Kamala entretenait une relation très proche et durable, mais qu'elle n'a absolument jamais mentionné dans tout son livre, ni au cours de sa carrière, ni dans ses nombreux discours, c'est comme si elle effaçait de sa vie des membres de sa famille auxquels elle était pourtant attachée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous savons que l'arbre généalogique des Harris a des liens extrêmement étroits avec le Canada, que nous n'avons jamais pu expliquer. Nous n'avons jamais pu expliquer pourquoi il semble que chaque membre de la famille que nous découvrons passe par le Canada à un moment donné. Je vous ai dit que nous avions eu cette femme qui a pris contact de l'autre côté de la famille Harris et qui a confirmé qu'elle partageait un arrière-grand-père avec Kamala Harris. Elle-même vivait au Canada et nous a affirmé qu'ils étaient des Juifs syriens. Et je me dis, quel est donc ce lien avec le Canada? Nous savons que Kamala a évidemment fait une grande partie de sa scolarité au Canada. La famille Harris est d'une manière ou d'une autre liée au Canada. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il y a donc la Jamaïque, le Canada et l'Amérique. Ce sont les endroits par lesquels ils semblent tous passer. C'est pourquoi un email que j'ai reçu hier a attiré mon attention. C'était un email relativement court. Je vais vous le montrer. Le voici dans son intégralité. La personne a simplement écrit « Hey, ces documents viennent de Family Search », un recensement de 1931. La richesse permettait de voyager et bien sûr, j'ai grandi comme un enfant de la classe moyenne. C'est tout ce que la personne a dit et elle a joint un document. Mon instinct immédiat, j'ai juste vu le début de cela. Tout comme vous le voyez, tout ce que j'ai vu sur mon téléphone, c'est écrit Oscar Harris, un homme de 17 ans, né en Ontario, au Canada. Et il est dit qu'il est né en 1914. Eh bien, cela est vérifié. Oscar Joseph Harris.
Je ne vais pas rejeter cette hypothèse parce qu'il est bel et bien né en 1914. S'il existe un recensement indiquant qu'Oscar Joseph Harris avait 17 ans en 1931, cela aurait du sens. Et regardez, il pourrait y en avoir plus. Oscar Joseph Harris. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je ferme l'esprit, mais je remarque simplement qu'en fait, dans toutes nos recherches, ce serait vraiment la première fois que je verrais son nom de famille. Nom de famille dans sa jeunesse, car nous continuons à voir Brown. C'était Oscar Brown. Oscar Brown, Oscar Brown, Paul Barrow, Oscar Brown, Oscar Brown, Oscar Brown. Et puis, comme par magie, nous sommes censés croire qu'il est devenu Oscar Joseph Harris. Ce qui est plus étrange, c'est qu'il s'agissait d'Oscar Wilde Brown. Alors je me dis que je ne peux même pas m'en souvenir. Vous savez, nous avons examiné tellement de documents. Avons-nous seulement vu un certificat de naissance pour Oscar Wilde Brown Joseph Harris? J'ai envoyé un message à mon producteur hier soir. Je lui dis « Hey, est-ce qu'on a déjà obtenu un certificat de naissance pour Oscar Harris? » Il me répond « Oui, on l'a eu. » Il m'en envoie un, de Sainte Anne, en Jamaïque. Mais ce certificat de naissance est au nom d'Oscar Wilde Brown. D'accord, tu vois ça? Il est signé par une Lydia Brown et il date de 1914. Il est indiqué que c'est le 5 avril 1914 à Orange Hill, Sainte Anne. C'est bien la bonne région et c'est Oscar Wilde Brown. Alors je lui renvoie un message et je lui demande « À quel moment ce type est-il devenu Joseph Harris? » C'est un truc bizarre, non? Et étonnamment, on a raté ça, probablement parce qu'on a consulté beaucoup trop de documents, mais apparemment, il a pris ce nom-là quand il avait 36 ans. Et ensuite, il est retourné au bureau de l'État civil et il leur a demandé de mettre à jour manuellement son acte de naissance pour refléter ce changement en 1950. Voici le gros plan, il est écrit Oscar Joseph Harris. Ils ont simplement mis ça comme nom de baptême. Il va juste décider que ce jour-là, le 12 décembre 1950, à l'âge mûr de 36 ans, il s'appelle désormais Oscar Joseph Harris, un tout nouveau nom. Laisse-moi te dire une chose, je suis chrétien. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le baptême. On ne peut pas simplement choisir un tout nouveau nom de famille et un tout nouveau nom complet juste parce qu'on se fait baptiser. Et encore moins, vous attendriez-vous à ce que quelqu'un fasse ça, surtout s'il s'agit d'un homme? Alors pourquoi le ferait-il? Un homme de 36 ans qui a vécu toute sa vie sous un autre nom, Oscar Wilde Brown. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est possible. Et je vous partage mes réflexions, d'accord? Je vous partage mes réflexions. Je me demande, est-il possible qu'Oscar Wilde Brown ait été cette personne qui a existé et vécu en Jamaïque, d'accord? Qui était en fait le cousin germain d'Edwin Harris et de Mabel Harris et qui a été porteur du cercueil au début de la vingtaine lorsque ses cousins germains sont décédés? Est-il plausible que ce soit une vraie personne? Et puis, peut-être que ce type, Oscar Harris, apprend que cet homme est mort et décide simplement d'endosser sa vie. C'est comme « Trouvez-moi un Oscar qui a vécu et est mort, qui est né en 1914. » Et la raison pour laquelle mon esprit va dans cette direction, et je vais être honnête, c'est un peu du domaine de la théorie du complot, c'est parce que nous n'avons jamais réussi à retrouver l'acte de naissance de Donald Harris, mais nous avons, de façon très étrange, trouvé un Donald Terrace qui a vécu et est mort, qui serait né la même année et au même endroit en Jamaïque, en 1938, un Donald Jasper Harris qui est décédé 2 ans plus tard. Donc nous en avons trouvé un, mais nous n'avons pas réussi à trouver celui-ci. Est-ce que c'est un cas où on prend simplement des identités? C'est fou. C'est fou. Alors j'ai dit, tu sais, prenons les choses étape par étape. Cela ne confirme rien, mais c'est très suspect. Je ne connais personne qui change complètement de prénom et de nom de famille, comme si on s'était marié, alors qu'on a simplement été baptisé. Et d'ailleurs, en parlant avec ses membres de famille, direct. Alors j'ai posé la question à sa famille. Ils m'ont dit, non, il n'a jamais changé de nom. Il a toujours été Oscar Harris. Comment ça, il a toujours été Oscar Harris? Je leur ai montré le document et j'ai dit, non, ce n'est pas vrai. Il n'a pas toujours été Oscar Harris. Et maintenant, ils commencent à se demander, qu'est-ce que je sais vraiment sur ce membre très proche de ma famille qui est né avant moi? Même les membres de la famille se demandent, qu'est-ce que c'est que ce document? Que veux-tu dire? Il vient de changer son nom en Oscar Harris en 1951 à l'âge de 36 ans. Cela soulève bien sûr davantage de questions. Alors je dis, ralentissons. Ralentissons. N'allons pas trop vite. En fait, je suis déjà bien en avance sur moi-même, bien en avance sur moi-même. Et je vais le retirer. Je ne peux pas le retirer. Concentrons-nous simplement sur ce document canadien. Examinons ce document canadien dans son intégralité. Je vais vous montrer ce document. D'accord. Et c'est un recensement et il date bien de 1931.
et il provient de la Colombie-Britannique. Plus précisément, il vient de la Nouvelle-Écosse. Et vous pouvez voir, surligné en jaune, qu'Oscar est inscrit dans le foyer. Et il se peut que vous ne puissiez pas le voir. C'est peut-être un peu trop loin pour que vous puissiez voir. Oh, en fait, je plaisante. J'ai un excellent monteur qui a décidé de zoomer dessus. Mais le patriarche du foyer, qui est indiqué comme chef de famille, semble être Daniel Harris. Maintenant, cela pourrait être un G, cela pourrait être un L. Sur ce site, il est inscrit comme Daniel C. Harris. D'accord. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant à propos de ce Daniel C. Harris, laissez-moi simplement démystifier cela. C'est facile. Laissez-moi trouver cet Oscar Harris, ce Daniel Harris, retrouver sa famille, trouver une photo et dire « Ah non, c'en est un autre qui vivait au Canada ». Rien à voir avec quoi que ce soit. Vous savez, il essayait juste de nourrir sa famille avant la Seconde Guerre mondiale. Et chose curieuse, dans la colonne professionnelle, il est indiqué comme capitaine au long cours. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ne s'intéressent pas vraiment aux navires, ne sont pas très curieux d'en apprendre plus sur le monde maritime et ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe en mer. Désolée, je déteste être un cliché ici et être une femme. J'ai dû chercher ce que c'était. J'ai dit « Qu'est-ce qu'un capitaine au long cours ?» Peut-être qu'il y a aussi des hommes qui ne le savent pas, mais en général, les hommes aiment ce genre de choses. La définition dans la Royal Navy, la Marine royale britannique, était que le maître était la personne responsable du navire et des marins pendant le Moyen Âge. Le maître était nommé par le Conseil de la Marine et était chargé de faire naviguer le navire selon les instructions du capitaine. Le capitaine, lui, était responsable de combattre à bord du navire en cas d'attaque ennemie. Mais un capitaine au long cours est un marin professionnel qualifié pour commander n'importe quel navire, quelle que soit sa taille, et dans n'importe quelle partie du monde. Donc tu es un peu le chef suprême. Tu es vraiment le boss des mers. OK, c'est juste ça. Ils sont responsables de toutes sortes de choses à bord du navire. Navigation, planification, sécurité, tâches administratives, personnel, tout ce que tu veux. Et on pourrait te mettre sur n'importe quel type de navire, tu saurais quoi faire, d'accord? Et il en faut beaucoup pour atteindre cette classification. Alors je me dis, eh bien, c'est super parce qu'on sait que les Britanniques tenaient de très bons registres. Bien sûr, là, on parle de la Royal Navy britannique. C'est un capitaine au long cours. On va trouver ce type en 3 secondes. Mais on n'a pas pu trouver ce type ni en 3 secondes, ni en 4, ni en 5, ni même en 12 heures. D'accord? J'ai cherché ce Daniel Harris qui devrait être très facile à localiser parce qu'on sait en quelle année il prétend être capitaine au long cours. Impossible de le trouver, tout simplement. D'accord? Nous avons cependant pu, et je parle de le trouver dans des documents de la Royal Navy britannique, nous avons cependant pu identifier 2 personnes potentielles qui pourraient correspondre à cette description. Encore une fois, un marin en Nouvelle-Écosse à cette époque précise faisant partie de la Royal Navy britannique. Nous avons trouvé un site web et nous avons trouvé un homme qui était répertorié comme membre de la Honourable Company of Master Mariners du Royaume-Uni. Il y avait tout un site dédié à la Honourable Company of Master Mariners. Et la majorité du site, je ne vous en montre qu'un aperçu, d'ailleurs, chaque duc, prince, le prince Charles, absolument tous y figurent. Si vous continuez à faire défiler la page, vous trouvez le roi Philippe. C'est complètement fou. Mais le seul que nous avons pu trouver avec le nom de famille Harris n'a pas de photo. Il n'y a que 5 personnes sur ce site. C'est un club très restreint. Il n'y a pas de photo. Et nous avons le Deputy Master Captain J.W. Harris, RNR Extra Master. Je veux dire, c'est vraiment le maître dans toute sa splendeur. Et pourtant, il n'y a aucune photo de lui sur ce site ou ailleurs. Il est dans le petit club. Un petit club avec des rois, des ducs et des princes, et pourtant nous ne trouvons aucune photo de ce TJ ni aucun autre document relatif à ce TJ Harris. Oh hey, mais vous remarquerez que la date indique 1945. Ce type que nous connaissons était le Mariner en 1931. C'est donc une piste qui ne mène nulle part pour nous. Nous n'avons rien trouvé sur J.W. Harris. Si vous trouvez quelque chose, envoyez-le nous. Alors nous nous sommes dit, d'accord, cherchons simplement une liste de tous les capitaines au long cours au Canada parce que, encore une fois, c'est un club assez restreint. Nous n'avons pas besoin de parcourir une tonne d'index ni de passer au crible des milliers de pages. C'est un cercle très fermé de personnes qui ont obtenu le statut de capitaine au long cours, en particulier en Nouvelle-Écosse. Et nous avons pu trouver une personne sur cette liste très courte qui correspondait à la description en termes de période où il était capitaine au long cours. Nous avons appris par un document que cet homme avait pris sa retraite en 1937. Il fut donc maître-marie jusqu'en 1931. Mais le nom de ce type n'est ni Daniel C. Harris, ni J.W. Harris. C'est Charles. Charles Israel Harris.
D'accord, nous pouvons facilement trouver Charles Israel Harris sur un site web d'ascendance. OK, on le trouve, on le remonte. C'est comme si c'était sa femme. Le nom de sa femme est Bequita Harris. Je me dis, oh, Bequita, ben peut-être. Peut-être que Paquita est cubaine. Qu'est-ce qu'on sait sur Paquita? Paquita Oscar a l'air d'avoir un peu de couleur COVID. Est-il cubain? Oscar Harris est-il cubain? Kamala est cubaine. Elle est même plus marxiste qu'on ne pourrait l'imaginer. Est-elle la fille de Fidel Castro? Je ne sais pas. Je pars dans tous les sens. Je deviens fou. Mais ensuite, c'était étrange parce que peu importe combien de fois on cherchait Charles Israel Harris, et c'est là qu'on a commencé à se dire « OK, commençons à fouiller dans les journaux et à tout éplucher ». On n'arrivait pas à trouver la moindre trace de ce type. Et pourtant, il est dit qu'il a tous ses enfants. Le dernier enfant est mort en 1992. Aucun de ses enfants. On ne les trouve pas dans les avis de décès. Et sur les 6 enfants qu'il a eus avec Madame Bequita Harris, aucun de ses enfants n'a eu de petits-enfants. La lignée s'éteint très rapidement. Tout devient vraiment étrange. C'est bizarre. Mais encore une fois, nous ne faisons que commencer la recherche. Nous avons cherché depuis hier soir. Ce n'est pas encore assez approfondi pour conclure définitivement qu'ils n'ont pas eu de petits-enfants. Peut-être qu'ils en ont eu. Nous n'avons tout simplement pas réussi à les retrouver. Alors je me dis, d'accord, qu'est-ce qui m'échappe ici? Laissez-moi simplement chercher Charles Harris. Je vais vérifier chaque résultat comme un fou pour voir si je peux trouver une correspondance pour Charles Harris. Oublions l'Israël en Nouvelle-Écosse. Donne-moi quelque chose au Canada. Et par tous les saints, je trouve une correspondance pour un homme décédé à l'âge de 101 ans. Et c'est bien notre homme, sauf que son deuxième prénom n'est plus Israël. Ce n'est pas Israël. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a changé de nom et son deuxième prénom est Isadore. Voici la nécrologie de Charles Isadore Harris. Wow, cet homme a eu une longue vie. C'est écrit. Voilà, c'est ça. Un marin meurt à 101 ans. Il est écrit qu'un marin à la retraite, arrivé à Victoria en goélette en passant par le Cap Horn, est décédé lundi à l'âge de 101 ans. À l'âge de 101 ans. Le capitaine Charles Isadore Harris. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de son deuxième prénom. Israël vivait avec sa fille Margaret au 1770 Lansdowne Road. Il laisse derrière lui 4 fils, sa fille et 4 petits-enfants. Donc cela indique qu'il a des petits-enfants. Nous n'arrivons pas à retrouver ces personnes. Il est né à... Je suis désolé les Canadiens. Cela pourrait être Cabarrus ou Gabaribé sur l'île du Cap-Breton. Et à la fin de son adolescence, il avait été marin, second, et détenait un certificat temporaire de capitaine. Le capitaine Harris avait 22 ans lorsqu'il est arrivé à Victoria depuis la Nouvelle-Écosse, naviguant sur la goélette Saphir en passant par le Cap Horn. Le voyage a duré 8 mois, du 6 juin 1887 au 14 février 1888. Installé à Victoria, il a épousé Paquita Cox, la fille du capitaine Graham Cox, propriétaire du Saphir et de 2 autres navires. Le capitaine Harris a servi sur 2 goélettes à voile. Je pense qu'il voulait dire à voile. Peut-être que c'est bien goélette à voile, la Maybelle et la Mary Turner. Pendant un temps, il a été capitaine du remorqueur de sauvetage Salver, puis pilote côtier de la Colombie-Britannique. En 1926, il a piloté le Hood, le plus grand cuirassé britannique à flot, jusqu'à Victoria. Pour son travail de pilote, le capitaine Harris a reçu une citation de la Royal Navy. Il a pris sa retraite en 1937. Alors, c'est notre homme. Au cours de ses années de navigation, le capitaine Harris a appris à parler le japonais, le grec, le français, l'espagnol et le chinook. En 1965, il a célébré le 75e anniversaire de son initiation à la loge de Vancouver, numéro 2 AF et AM, lors d'une cérémonie spéciale. Oh mon Dieu, cet homme était franc-maçon. D'accord. Ça ne peut pas être à chaque fois. Cela ne peut pas arriver à chaque fois. Quelle cérémonie spéciale faisiez-vous lorsque vous aviez 75 ans? Charles Isadore, peut-être Israël? As-tu été baptisé à Charles? Vous avez été baptisé à 36 ans et avez adopté un nouveau deuxième prénom, loin de Charles Israël, ce que reflètent vos registres maritimes. Dans vos archives maritimes est écrit Charles Israël, mort. Vous êtes Charles Isadore. Combien de fois pouvons-nous changer de nom? Les gars, ce n'est pas le seul à avoir changé de nom, car Bita l'a fait aussi. Bita, la femme que je croyais cubaine. Son nom. Nous avons en fait pu retrouver son acte de mariage avec elle, et son vrai nom est Rebecca. Rebecca est devenue à un moment donné Bequita. Charles Israel est devenu à un moment donné Charles Isadora. Oscar Harris est devenu à un moment donné Oscar Wilde Brown, ou Oscar Wilde Brown est devenu Oscar Harris. Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce qui se passe. Voici le certificat de mariage. Je n'invente rien. Il s'est marié avec Rebecca Cox, pas Bequita. Qui est-ce Bequita? Et vous vous demandez pourquoi Kamala Harris adopte toutes ces différentes personnalités. Regardez cet arbre généalogique.
Potentiellement, d'ailleurs, nous devons encore pouvoir confirmer s'il ne pourrait pas s'agir de David C. Harris. Peut-être qu'il y a un autre David C. Harris, mais chaque fois que je cherche un Harris, on dirait que les Harris changent tout le temps de nom. Peut-être que vous regardez ceci et que vous êtes un Harris sans aucun lien de parenté. Avez-vous changé de nom parce que je trouve cela problématique? Je ne peux tout simplement pas. Je n'en peux plus avec ça. Et je sais à quoi cela me fait penser, parce qu'il est évident qu'on doit enquêter là-dessus, et il se peut qu'on ne puisse pas trouver Daniel C. Harris. Mais je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de maîtres maritimes, et nous ne pouvons en trouver que 2. Nous ne pouvons trouver que Charles Israël ou Charles Isadore Bekita Bonita Spanish Itita. Je ne sais pas ce qui se passe, mais maintenant je comprends pourquoi Kamala est là dehors à adopter différentes personnalités. Je comprends. Je comprends enfin d'où pourrait venir sa personnalité. Mais cela me fait penser qu'il y avait... Enfin non, il n'y avait pas. Je suppose qu'il y en a. Il y a des gens qui adhèrent à cela, et je n'ai même pas envie d'appeler ça une théorie du complot. C'est une théorie. C'est une théorie qui existe et que je n'ai jamais explorée. C'est mieux que d'appeler ça une théorie du complot parce que je ne sais pas. Mais certaines personnes croient qu'il existe ces lignées de sang, comme d'anciennes lignées royales, et que les personnes issues de ces lignées sont toujours celles qui sont élues à des postes de pouvoir. Et que c'est à cause de notre propre ignorance en matière de généalogie que nous ne réalisons pas que le pouvoir continue d'être transmis exactement aux mêmes familles. C'était un peu le raisonnement que j'avais en regardant tout ça, et soudainement, je me retrouve à examiner la Royal British Naval Intelligence Freemastream. Je me dis, comment? J'essayais juste de prouver qu'elle avait un peu d'irlandais pour Janet Jackson. Comment en est-on arrivé là? J'ai tellement peur. C'est tellement flippant. On va devoir vous laisser. Sur ce, si vous êtes doué pour la recherche, lancez-vous là-dedans. Recherchez Daniel C. Harris, Daniel Weiss Harris, Daniel J. Harris. Peut-être qu'il a pris un autre nom, mais je vous le dis, maître marin, il n'y en a pas beaucoup. J'espère donc que vous pourrez trouver des documents qui pourront nous aider dans la poursuite de nos recherches. Très bien, les gars, si vous voulez avoir une vie de prière plus profonde et que vous ne savez pas par où commencer, je le comprends tout à fait. Et Allo aussi. C'est pourquoi je suis ravie de vous parler du nouveau défi de prière d'Allo. Comment prier? Le nouveau défi de prière de Allo propose des sessions quotidiennes sur 2 semaines avec des chefs spirituels et invités, vous offrant l'essentiel pour une vie de prière riche. Ils vous apprendront à prier par les Écritures, à faire des prières imaginatives, à intégrer des prières séculaires et plus encore. Un nouveau guide chaque jour avec le père Mike Schmitz, Jonathan Rumi, Mark Wahlberg. Pour traverser ces périodes difficiles, il faut prioriser l'essentiel, se rapprocher de Dieu. La prière est le meilleur moyen. Alors, téléchargez l'application Hallow pour 3 mois gratuits sur hallow.com Candace. Encore une fois, c'est hallow.com Candace. Très bien. Tout le monde parle de J.D. Vance parce qu'il est récemment passé chez Rogan. C'est agréable de voir J.D. Vance faire quelque chose comme ça. C'est toujours agréable de voir quelqu'un chez Joe Rogan, car la conversation est différente de celle auxquelles nous sommes habitués lorsqu'ils sont confrontés à un journaliste des médias traditionnels qui essaie simplement de les faire passer pour stupides ou de les présenter de manière horrible. Et donc, c'est agréable de voir les gens se détendre et parler d'une variété de sujets. Et évidemment, la gauche est très contrariée par cet entretien parce qu'ils ont abordé ce qui a été appelé, je pense vraiment que c'est Elon Musk qui a inventé le terme, le virus de l'esprit woke. Écoutez J.D. Vance et Joe Rogan en discuter. Ça se comporte vraiment comme une religion, mais c'est une religion sans véritable doctrine. Oui. C'est une religion qui n'a pas été pensée par des gens sages, c'est ça. Où ils n'ont pas inventé, par exemple, les 10 commandements ou différents chemins vers le pardon. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc c'est quelque chose qui se comporte comme une religion, mais ce n'est pas vraiment réfléchi et c'est très illogique. Et ça combine aussi les entreprises pharmaceutiques et tout le reste. Il y a beaucoup d'autres choses bizarres qui sont attachées à cette religion. Oui, dont tu as en quelque sorte besoin. Comme si tu voulais vraiment t'engager à fond dans tout ce mouvement woke, il va falloir impliquer des médicaments. Tu vas devoir le faire. Ils vont devoir prendre des bloqueurs d'hormones. C'est comme si ça ne se produisait pas tout seul et que, d'une manière ou d'une autre, c'était naturel pour eux. C'est comme ça qu'on est censé être son vrai soi. Comme si ton vrai toi, c'était d'ajouter des hormones qui ne sont pas censées être dans ton corps. C'est ça, ton vrai toi. Mais comment tu le sais? Et c'est irréversible. Est-ce qu'on est sûr de ça? Ouais. Et au fait, au lieu que ton vrai toi soit peut-être de me dire que je devrais être sceptique sur certaines des saletés que j'ingère, il faudrait plutôt que j'adhère à l'idée d'introduire encore plus de choses étrangères dans le corps humain.
C'est ça que je trouve tellement fascinant là-dedans, c'est la notion de vrai soi. Je pense que pour nous tous, ça fait en quelque sorte partie du parcours humain vers la vérité. On se demande tous qui sommes-nous? Quel est notre vrai moi? Et peut-être qu'on devrait se poser la question. C'est plutôt un point de vue de Bobby Kennedy, mais pourquoi est-ce qu'on met toutes ces saletés bizarres dans notre nourriture, dans notre eau? Peut-être qu'on devrait être un peu plus sceptique, considérer notre corps comme un temple, plutôt que d'accueillir encore plus d'interventions pharmaceutiques dans le corps humain. C'est très intéressant de voir comment certaines religions considèrent le corps comme un temple, alors que d'autres religions semblent presque inviter la pollution. Je pense que le mouvement woke invite à la pollution. Oui, enfin, c'est tout simplement formidable d'entendre des gens parler enfin de Big Pharma aussi librement et ouvertement. C'était tellement tabou quand j'ai commencé en politique de dire que j'étais anti-vaccin, que je ne soutenais pas les vaccins et que je savais que je ne vaccinerais jamais mes enfants. Et maintenant, ce n'est plus du tout tabou. Parce qu'on voit ce sujet discuté dans les médias traditionnels d'une manière dont il n'a jamais été abordé auparavant. On était tout simplement considéré comme un paria si on avait une opinion différente et qu'on ne vénérait pas l'autel du scientisme et du docteur Fauci. Mais ce qu'ils décrivent vraiment et ce qu'ils essayent de dire ici, et c'est drôle alors qu'on parle de lignées anciennes et de gens qui ne connaissent pas leur ascendance et qui réalisent maintenant à quel point l'ascendance est importante parce que si vous aviez une famille un peu maléfique, elle existe depuis toujours et elle garde sa lignée intacte pendant qu'elle déplace tout le monde ailleurs. Et vous ne savez pas d'où vous venez, pourquoi vous êtes dans ce pays ou qui a été déplacé, vous avez des frontières ouvertes. Cela leur donne beaucoup de pouvoir car on ne peut même pas remonter jusqu'au début des temps. Quel est le début du temps? La Bible. Droite? Que frappent-ils réellement? L'Église de Satan? Contre quoi se battent-ils? L'ordre naturel, autrement connu sous le nom d'Église de Dieu, il combat dans la Bible à tous égards. Et c'est pourquoi je dis que c'est si important. Même si vous ne vous considérez pas comme religieux, mec, plongez-vous dans la Bible parce que c'est votre histoire. Alors, par exemple, est-ce que tu t'intéresses à l'ascendance? Voilà, c'est ça. Apprécie cette série, t'intéresses à l'ascendance? Tu trouves ça intéressant? Tu commences à te demander, peut-être que la Bible dit la vérité. Et il y a ces tribus, des gens qui étaient des Cananéens et des gens qui étaient mauvais et qui pratiquaient la pédophilie et le sacrifice d'enfants. Peut-être que la Bible, c'est ça. Et ces mêmes personnes ont vraiment tout fait pour que la Bible soit retirée des salles de classe et ont vraiment tout fait pour que tu sois un athée qui n'irait pas à l'église ou ne croirait pas en Dieu. Ouais. Je vous donne un petit coup de pouce ici, les gars. Au minimum, lisez la Bible comme s'il s'agissait d'un document historique et vous pourriez commencer à réaliser certaines choses. Et oui, c'est une inversion totale de l'ordre naturel. Ils veulent l'ordre non naturel. Ils veulent que les gens détestent leur corps. Ils ne veulent pas que les hommes et les femmes s'unissent. Ils veulent que les hommes pensent qu'ils peuvent être des femmes et que les femmes pensent qu'elles peuvent être des hommes. Et nous voyons tellement de gens sacrifier leur vie sur l'autel de cette église satanique. C'est donc rafraîchissant de les entendre parler de cela. Et ils sont allés encore plus loin en discutant de la polio, qui est toujours un sujet brûlant quand on parle de Big Pharma. Écoutez. Bonne imitation d'Alex Joe. Article de l'AP qui montre que beaucoup d'entre eux ont dû arrêter de donner ce vaccin contre la polio à ces enfants en Afrique parce qu'ils leur transmettaient en fait la polio. C'est Fou. parce qu'ils expérimentent, ils découvrent si quelque chose fonctionne. Des gens n'ont pas de connexion Internet et vivent sur des sols en terre battue. Nous allons vous aider. Et puis ils arrivent, ils font des expériences sur eux. Et c'est si sombre, c'est tellement sombre. Et tout cela se fait sous couvert de philanthropie. Ouais. Et c'est fou, et ils en tirent profit. Tout ça, c'est de la folie. Et parce qu'ils ont tellement d'influence, tellement de pouvoir, et que tant d'argent est généré, ils peuvent se permettre de faire ces choses. Eh bien, Pense simplement à ça du point de vue de ces pauvres gens. J'imagine que l'histoire du vaccin contre la polio s'est passée en Afrique ou ailleurs. D'accord, donc tu es en Afrique, un type blanc débarque, dit qu'il se soucie de toi, te fait une injection censée te protéger d'une maladie et ensuite tu deviens handicapé à vie ou tu meurs à cause de ça. Réfléchis à l'effet que ça peut avoir sur la façon dont ces Africains perçoivent notre civilisation. Et est-ce qu'on va avoir un conflit dans 30 ou 40 ans parce que les gens seront tellement en colère contre nous d'être venus leur apporter des soins de santé qui n'en sont pas vraiment? Ça m'inquiète vraiment, ce genre de choses. Je veux dire, c'est l'une de mes grandes préoccupations avec le conflit Russie-Ukraine. Les gens ne réalisent pas à quel point l'approvisionnement alimentaire de l'Afrique dépend de l'Ukraine. C'est vraiment stupéfiant.
Donc, si cette guerre dure éternellement et qu'il n'y a pas assez de nourriture envoyée en Afrique, est-ce qu'on va se retrouver avec plein de gens affamés, désespérés, qui sont en colère parce qu'ils meurent de faim, qui détestent la civilisation européenne parce qu'ils n'ont pas, tu vois, ils ne reçoivent pas la nourriture qu'ils s'attendaient à recevoir? On ne pense jamais aux répercussions de tout ça, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vraiment sombre et vraiment maléfique qu'on leur transmette la polio. Je me demande aussi, les gens qui vivent dans le village qui a attrapé la polio, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire dans 30 ans? Ils vont probablement nous détester. Oui, peut-être que si on laissait simplement les gens tranquilles et qu'ils apprenaient à cultiver leur propre terre au lieu de dépendre de choses qui viennent de l'autre bout, en Ukraine. C'est une façon de voir les choses. Et tu vois, l'autre chose qui est incroyable ici, c'est à quel point les gens sont ignorants de l'histoire des vaccins en général. Et je suis tellement content qu'ils en parlent et que Joe Rogan parle du fait qu'ils sont allés expérimenter parce qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas de régulation s'ils allaient en Afrique et qu'ils pouvaient expérimenter sur les Africains. C'est un fait. Et j'ai hâte d'être à l'année prochaine quand nous... Parce que au-delà de ma série anti-vaccin que je mettrai sur ma propre plateforme pour ne pas avoir à m'inquiéter qu'elle soit bannie ici, j'ai aussi creusé profondément dans l'histoire de la contraception. C'est encore plus sombre, aussi sombre voire plus sombre que l'histoire des vaccins en ce qui concerne les mensonges et les expérimentations sur les Africains dont ils parlent et les familles riches qui étaient impliquées là-dedans et qui savaient que cela les rendait stériles. L'histoire de l'injection d'Epra-Bravara est tout simplement stupéfiante. C'est stupéfiant. Et quand on regarde aujourd'hui, ce moyen de contraception est majoritairement administré aux femmes hispaniques et africaines en Amérique. Et tout cela est juste sous vos yeux. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. La stratégie de la gauche, c'est qu'ils veulent en quelque sorte vous garder concentré sur le présent, sur l'instant, et ils veulent s'assurer que vous ne connaissiez aucune histoire, même pas celle des années 1970 ou 1980. C'est pour cela qu'il y a cette distraction constante. Il y a tellement de matérialisme. Les gens n'ont même plus la capacité d'attention nécessaire pour écouter un podcast de nos jours. C'est comme, qu'est-ce qu'on peut condenser en 5 minutes et le diffuser sur TikTok? Et en réalité, TikTok, c'est plutôt des vidéos d'1 à 2 minutes. Et c'est parce qu'ils ne veulent même pas que vous ayez la capacité de vous asseoir et de connaître votre propre ascendance, de connaître votre propre histoire, de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi vous ne devriez pas faire confiance à ces mêmes organisations qui exigent que vous les écoutiez. Et malheureusement, j'ai toujours du temps pour un peu de recherche. Je prendrai toujours le temps de faire des recherches sur la généalogie, l'histoire des vaccins, l'histoire de la polio, l'empoisonnement public qui a eu lieu concernant le DTT. Si vous allez sur mon fil X, d'ailleurs, j'avais l'intention de l'inclure dans l'épisode d'aujourd'hui parce qu'ils ont essayé de me mettre une note communautaire lorsque j'ai parlé du fait qu'ils ont changé la définition diagnostique de la polio afin que les gens croient, presque comme une illusion, qu'ils avaient éradiqué la polio. Et en fait, le Daily Mail a publié un article intitulé « Des enfants sont aspergés avec le dangereux pesticide DDT ». J'ai mis le lien sur mon X. Vous pouvez le retrouver, mais cela raconte une histoire, la véritable histoire de l'Amérique des années 1940, quand on disait à tout le monde de se pulvériser, ainsi que leurs enfants, leur culture et leurs animaux, avec du DDT, avant de se rendre compte qu'en réalité, c'est un poison qui paralyse. À cette même époque, il y a eu une épidémie de polio. Ne seriez-vous pas très surpris d'apprendre que la polio a été éradiquée après qu'ils ont arrêté d'empoisonner? Même les animaux devenaient paralysés à cause de l'empoisonnement au DDT. Si vous allez chercher ce qu'est le DDT et ce que cette substance fait lorsqu'elle est massivement introduite dans votre corps, cela provoque littéralement une paralysie temporaire. Et donc, tous ces changements de définition et ces diagnostics qui évoluent, et les gens qui croient simplement aux légendes qu'on leur raconte, qu'on leur vend par les mêmes personnes qui les ont empoisonnés. Big Pharma vous dit maintenant « Oh, nous avons éradiqué la polio ». Et si vous commenciez par vous excuser et admettre que vous avez empoisonné massivement des enfants, des animaux et des pommes avec du DDT parce que vous ne vouliez pas de tiques ni de puces. Tant que vous n'acceptez pas cela, je ne croirai rien de ce que vous dites. Bref, on peut avoir ces conversations parce que vous avez vu ce qu'ils ont fait pendant le COVID. Oh, les chiffres du COVID sont ceux-ci. On change la définition du diagnostic. D'accord? On baisse ceci, on baisse les machines et compte comme la polio. D'accord? Maintenant, rien de tout cela ne compte pour la polio. C'est le pouvoir que Big Pharma a toujours eu. Il contrôle les définitions, les statistiques, la façon dont il mesure les choses et les définitions. Bref, je pars un peu dans un monologue à l'aveugle et je n'ai pas besoin de le faire, mais quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait réfléchir.
Et je suis vraiment heureux que nous arrivions à un point dans la société où nous pouvons avoir ces conversations et que les gens ne s'enfuient plus en criant « Oh mon Dieu, c'est un complot et tu essaies de me tuer ». Ils commencent à se poser des questions sur ce que le gouvernement essaie exactement de leur faire. Bon, les gars, je veux vous parler de la dette de PD. Personne n'aime penser à la dette, mais la dure réalité, c'est que beaucoup d'entre nous vont s'endetter davantage pendant les fêtes. L'année dernière, la moitié des consommateurs américains se sont endettés pour payer les fêtes. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier afin de sortir de la dette. Et mes amis de PD's Debt peuvent vous aider avec une solution personnalisée rien que pour vous. Donc, si vous faites des paiements chaque mois sur votre dette et que vos soldes ne diminuent pas, PD's a des solutions pour vous. Toute personne ayant 10 000 $ ou plus de dettes éligibles peut en bénéficier et aucun score de crédit minimum n'est requis. Les crédits mauvais et moyens sont acceptés. Économisez davantage tout en remboursant votre dette en une fraction du temps. Commencez à planifier dès aujourd'hui. Obtenez dès maintenant une analyse gratuite de votre dette sur le site de pdsdebt.com Candace. Cela ne prend que 30 secondes. C'est PDSDebt, pdsdebt.com Candace. Encore une fois, pdsdt.com Candace. Très bien, les gars. Mark Cuban est sous le feu des critiques. Je ne sais pas ce qui se passe dans la dernière ligne droite. C'est un peu comme si tout le monde était idiot, nul et stupide. Si vous soutenez Trump, je pense que c'est un peu ce qu'ils essaient de dire. Et Mark Cuban est allé dans l'émission The View et a essentiellement adressé un message aux femmes qui soutiennent Trump. Donc tout le monde est nul, sauf les femmes. Nous avons un message très spécial pour vous si vous soutenez Trump. Écoutez Mark Cuban. Donald Trump, vous ne le voyez jamais en présence de femmes fortes et intelligentes. C'est aussi simple que ça. Ils sont intimidants pour lui. Il n'aime pas être défié par eux. Et vous savez, Nikki Haley l'appellera sur ses absurdités concernant les droits reproductifs et sur la façon dont il voit, traite et parle des femmes. Je veux dire, il ne peut tout simplement pas l'avoir à ses côtés. Ça ne marcherait pas. Je pense que Stormy est intelligente. Je ne pense pas que ce soit à 100%. C'est très intelligent. Stormy, il veut dire que c'est comme de la puissance sur scène. La puissance. Il faut apprécier l'ironie de le voir entouré uniquement de femmes vraiment stupides alors qu'il fait cette affirmation. Et puis la réaction de Babs, elle dit « Non, je pense qu'elle est vraiment intelligente ». Je dirais que Stormy Daniels, c'est comme Thomas Salt. Elle est vraiment, vraiment intelligente. Et ils disent « Ouais, Daniels est vraiment intelligente. » Oui, c'est une opinion plus juste. Et il est d'accord avec eux. C'est vraiment n'importe quoi. Et évidemment, il ne connaît pas Melania Trump. En réalité, elle est incroyablement brillante. Elle parle plusieurs langues. C'est juste parce qu'elle ne donne rien à la presse. Mais j'imagine qu'il suppose simplement que Melania Trump est stupide et qu'il est intimidé par sa propre femme. Et c'est complètement faux. Je veux dire, Ivanka Trump, d'où lui vient l'idée de dire qu'Ivanka Trump est stupide? Il a travaillé avec Ivanka Trump tout au long de sa première administration et il est entouré de tant de femmes. Et il n'est pas intimidé par elle. Et c'est tellement ironique qu'il mentionne Nikki Haley, qui n'est qu'une marionnette du complexe militaro-industriel, et qu'il la cite en oubliant le fait que qui l'a nommée ambassadrice à l'ONU, la même personne dont il dit qu'elle est intimidée par les femmes fortes, puissantes et intelligentes. Non, c'est juste que Nikki Haley ferait pratiquement n'importe quoi pour les chèques que lui écrit le complexe militaro-industriel. Et elle a tourné le dos au Parti républicain, c'est pourquoi elle est devenue, d'une certaine manière, la favorite du Parti démocrate, parce qu'elle veut faire la guerre. Et d'une façon ou d'une autre, les partis semblent avoir échangé leur rôle. Nous semblons être anti-guerre, les républicains semblent être anti-guerre, et les démocrates veulent juste continuer à tout faire exploser à l'étranger. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, mais je trouve que c'est complètement ridicule de sa part de faire une telle déclaration. On verra ce que ça donne. De toute évidence, le public n'a pas bien réagi à cela. Ça ne semble pas très intelligent si vous essayez de gagner des voix. Mais encore une fois, il faut reconnaître l'ironie du fait qu'il a vraiment choisi d'aller dans l'émission The View pour parler de femmes très intelligentes. Franchement, on ne pourrait pas inventer des choses pareilles. Bon, les amis, je voudrais passer à certains de vos commentaires. Je vois que certains d'entre vous commentaient plutôt sur sa généalogie, parlaient de la Nouvelle-Écosse et me donnaient des infos sur les Harris. Et avant de lire vos commentaires, je veux faire une parenthèse sur American Financing, car l'économie est devenue un fardeau pour l'Américain moyen. Les salaires stagnent, les dépenses augmentent, il est difficile de payer les factures sans utiliser de carte de crédit. Si vous êtes propriétaire et que ce cercle vicieux vous fatigue, passez un coup de fil de 10 minutes, sans obligation, aujourd'hui à mes amis d'American Financing. Les taux d'intérêt baissent, ils sont dans les bas 5%. Si vous avez un solde de carte de crédit à taux élevé, American Financing peut vous aider à utiliser la valeur nette de votre maison pour vous désendetter. Leurs conseillers salariés font économiser en moyenne $800 par mois.
Commencez aujourd'hui et vous pourriez ne pas payer votre mensualité hypothécaire du mois prochain. Appelez dès aujourd'hui au 807 95 12 10. C'est le 807 95 12 10 ou vous pouvez visiter americanfinafinancing.net/Owens. Encore une fois, c'est americanfinafinancing.net/Owens. Très bien, qu'est-ce que vous avez pour moi dans la section des commentaires? Au fait, si vous regardez ceci sur YouTube ou Rumble, abonnez-vous. Nous sommes en pleine course vers les 3 millions d'abonnés sur YouTube et vers 250 000 d'abonnés sur Rumble, ce dont nous sommes ravis de faire partie. Bon, voyons voir. Tout d'abord, nous avons Ashbash. Ashbash écrit « Merci d'être une source d'inspiration. J'ai ouvert les yeux depuis que j'ai une fille et un fils à moi. Je prie Dieu pour vous et vos collègues pour votre sécurité. PS, j'adore mon pull en forme de bougie que j'ai acheté. Merci beaucoup, Ashley. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le fait de devenir parent qui vous rend beaucoup plus courageux. Et je sais que c'était un changement total pour moi et j'ai simplement décidé que je donnerais n'importe quoi pour m'assurer que l'Amérique dans laquelle j'ai grandi soit la même Amérique dans laquelle mes enfants ont grandi. Et en ce moment, honnêtement, si tout ce que j'ai à faire, c'est d'être traité de tous les noms par les médias traditionnels, mais que je peux dire la vérité, alors je considère cela comme une véritable bénédiction. Chicago Conservative écrit « Oscar Brown Harris, qui aurait peut-être volé l'identité de quelqu'un d'autre, d'une personne décédée, m'a fait penser à Donald G. Harris, qui aurait pu faire la même chose en me souvenant de l'enfant décédé avec la mère, nommée Beryl. » Oui. C'est pourquoi, dans ma tête, je suis tout de suite partie dans le monde des théories du complot, parce que je me suis dit « Non, 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 c'est bizarre. C'est bizarre! Pourquoi n'avons-nous pas pu obtenir l'acte de naissance de Donald Harris? Nous avons pu trouver l'acte de naissance de tout le monde. Nous n'arrivons pas à trouver un acte de naissance. Et je trouve juste que c'est étrange que Beryl, je pense qu'ils prennent simplement des identités. Je pense que Beryl était une vraie personne, ce Beryl. Et je pense qu'elle était juste une servante, comme il était dit, ou une barmie, peu importe comment il l'appelait. Et elle avait un enfant nommé Donald qui est mort. Et il connaissait cette information parce qu'il contrôlait probablement la ferme où elle travaillait, peu importe ce que c'était. Et ils ont simplement pris cette identité. Et ça me terrifie. Et on sait que Donald Harris a passé énormément de temps au Canada. Qu'est-ce qui se passe avec le Canada et les Harris? On s'approche. On est incroyablement proches. Et c'est Zach Roridon qui écrit à Candace. Après qu'on ait élucidé toute cette généalogie camomologique, il faut que tu fasses une plongée approfondie sur la franc-maçonnerie, parce que je suis certain qu'on découvrirait des révélations choquantes sur de nombreuses familles puissantes. Oui, comme je vous l'ai dit, quand je suis allée étudier avec des prêtres britanniques, je me souviens juste que l'un d'eux m'a regardé comme si j'étais un enfant, et il a juste dit « Vous, pauvres Américains », comme si vous ne saviez absolument rien de l'histoire. Je veux dire, vous ne savez même pas que ce sont les francs-maçons qui ont fondé votre pays? Et je le regardais comme une pauvre Américaine qui ne savait absolument rien. Et j'ai soudainement décidé que c'était le moment de me plonger dans les livres et d'apprendre la véritable histoire. Et que ce n'est pas de ma faute si j'ai grandi comme ça. J'ai eu une éducation publique. Ce n'est pas de ma faute si l'opération Mockingbird est en place depuis ma naissance. Mais maintenant que je le sais, ce sera de ma faute si je reste ignorante. Et donc, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous nous plongeons dans tout ça. Nous n'avons pas peur d'être traités de complotistes, parce que nous avons plus peur d'être des moutons. C'est la vérité. Ivy écrit « Bonjour Candace. J'ai signé la pétition pour l'Australie. J'ai aussi demandé à ma famille là-bas de la signer également. Y a-t-il un moyen pour moi d'aider à ce que votre voix entendue? Tu es incroyable. Avec amour, Emma. Emma, merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous pouvez signer cette pétition sur lifepetitions.com. Le gouvernement australien doit permettre à Candace Owens de s'exprimer en Australie. Comme je vous l'ai dit, nous contestons leur décision de m'interdire là-bas. J'ai expliqué aujourd'hui plus en détail les raisons et c'est insensé. C'est comme s'il avait juste fait un copier-coller. Le ministre Tony Burke a littéralement juste copié-collé des articles de CNN. Ils n'étaient même pas sourcés. C'était du genre « Candace a dit ceci » sans aucune source. Il n'a même pas cherché une source primaire pour essayer de me trouver en train de le dire. Il a juste trouvé tous les articles jamais écrits et a dit « ça doit être vrai ». Donc, j'imagine qu'en gros, la moitié de l'Amérique, voire plus, sera interdite d'Australie parce que MSNBC a récemment déclaré que tous les partisans de Trump sont des nazis. Donc, ça doit être vrai. Donc, vous ne pouvez pas aller en Australie. C'est la logique avec laquelle nous devons composer avec des gens au gouvernement qui, malheureusement, ont du pouvoir. Nous verrons ce qui va se passer. Mais signez cette pétition si vous avez le temps. Si vous regardez ceci, c'est une petite chose que vous pouvez faire. D'accord, merci. Je vous aime pour toujours. Ensuite, Christopher Michaels écrit « Candace, la raison du changement de nom, c'est parce qu'ils sont des franquistes. Relis les points et tu verras. » D'accord, je suis au courant du culte franquiste. J'ai longuement parlé du culte franquiste.
Il est vrai qu'une partie de cela était l'apostasie, ce qui consistait à se faire baptiser dans différentes religions. Et je sais que la fille de Jacob Frank, qui dirigeait ce culte, a écrit ce qu'on appelait les lettres rouges au début du 19e siècle, depuis leur château à Offenbach, en Allemagne. Et elle encourageait tous ces partisans du culte qui croyaient en la pédophilie, en l'apostasie et en l'inceste comme rite sacré. Elle les encourageait tous à se faire baptiser dans d'autres religions pour cacher qu'ils faisaient partie du culte franquiste. Et cela m'est revenu à l'esprit. Mais je veux dire, il n'y a pas encore de preuve de cela et je n'ai pas pu... Ce serait tout de même un très grand saut. Mais je comprends pourquoi tu y penses, parce qu'on voit tellement de changements de nom et tellement de naissances, et tout cela semble un peu fou. Et c'était une époque mouvementée. Et il ne fait aucun doute que ce culte était actif au début du 18e siècle. Elle s'appelait Abba Fren et elle écrivait ce qu'on appelait des lettres rouges à tous ses partisans. Et j'ai appris cela de Gershom Scholem, un historien israélien. On verra. Nous verrons. Mais pour l'instant, je sens qu'il y a une certaine puissance derrière tout cela et que nous sommes sur la bonne voie, car nous continuons à croiser les Britanniques et la franc-maçonnerie et tout cela ne peut pas être un accident. Tout cela ne peut pas être un accident. Je pense que ce serait une conspiration plus vaste de croire que ce n'est pas une conspiration, si cela a du sens. Jane Roberts écrit « Candace, pourrais-tu s'il te plaît créer une courte vidéo que nous pourrions envoyer aux électeurs concernant le fait que Kamala n'est pas noire? C'est tellement difficile à expliquer. C'est tellement facile à expliquer. Elle n'est pas noire. Elle n'est pas noire. C'est tout. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'en réalité, la plupart des gens le savent déjà. Je vois tellement de personnes noires dans les commentaires qui s'en prennent à tous ces gens comme Club Shay Shay, que j'appelle Club Nene, et tous ces animateurs qui reçoivent Kamala sans la questionner à ce sujet. Donc ils en sont très conscients de ces révélations et nous verrons ce qui se passera. Enfin, 1, 2, 3, B écrit. Beau travail, Candace. J'espère que tu vas bien. Bon mois du rosaire et bonne veille de la Toussaint. Merci beaucoup à vous tous. Je sais que tout le monde est de sortie aujourd'hui pour emmener ses enfants faire la tournée des bonbons. Pour ceux d'entre vous qui le célèbrent, nous allons continuer. J'ai hâte de lire vos emails et de voir ce que nous pourrons encore découvrir sur cette comparaison avec Oscar Harris. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Nous devons diffuser ces informations aussi vite que possible, car nous sommes en pleine saison électorale. Il ne reste vraiment que quelques jours avant que les gens n'aillent voter. En fait, les gens se rendent déjà aux urnes pour le vote anticipé. Très bien, les amis, on se retrouve demain.